Alors, mesdames, messieurs, bonjour ou rebonjour. Je vous invite à vous installer, ceux qui arrivent et qui souhaitent assister donc à cette première table ronde, on va dire, de cet événement Polytech, décarbonation et réindustrialisation à même agenda. Je vous présenterai dans un instant notre panel pour intervenir, mais en introduction, on va dire, et on est ravis d'accueillir monsieur Bruno Bonnel, secrétaire général pour l'investissement à France 2030. Vous allez pouvoir justement nous apporter votre vision sur ce sujet, ce double sujet, décarbonation et réindustrialisation. Je vous en prie, je vous passe la parole et merci encore d'être avec nous sur Polytech. Merci. Merci à vous, merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, il y a des virages intéressants et on est en train d'en vivre un important. C'est le passage d'une société qu'on peut qualifier de société chenille fossile à papillon électrique. C'est-à-dire que c'est une véritable métamorphose de société. Elle se traduit par des tensions, elle se traduit parfois par des dénis, par des refus d'accepter l'inéluctable. Elle se traduit aussi parfois aussi par de l'idéologie qui rigidifie beaucoup de choses. Je crois que le plus important, quand on est responsable au niveau de l'État de trouver des bonnes voies du futur, c'est justement de s'enlever cette coquille idéologique et d'essayer d'être assez pragmatique et de suivre à la fois les évolutions technologiques, sans être d'ailleurs technosolutionniste absolu, et également de surtout sentir la société et voir l'acceptabilité qu'on va avoir de tout ça. Alors ce qui s'est passé depuis 2-3 ans, on l'a senti, on l'a vu dans notre quotidien, c'est qu'on a une population qui a accéléré sa prise de conscience. Alors peut-être que certains diront on avait raison, peut-être que certains diront faut attendre un peu. La réalité, c'est qu'on a une population qui pousse à une meilleure qualité de vie au sens global du terme. Qualité de vie en termes de respiration, qualité de vie de l'air, de l'eau, qualité de vie dans son quotidien, avec des possibilités, effectivement, par les nouvelles technologies, de mobilité différentes, de voir finalement certaines révolutions se passer. Je commence par là pour vous expliquer que la décarbonation, ce n'est pas une idée d'un politique, ce n'est pas une idée d'un industriel. C'est pas une idée qui tombe du ciel pour dire tiens, après le bug de l'an 2000, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour redonner à manger aux sociétés d'ingénierie du monde entier. La décarbonation, c'est quelque chose qui vient d'abord des gens. C'est un appel, et d'ailleurs l'innovation, souvent on confond innovation et invention. L'invention, c'est une proposition qu'on fait à un marché. Ça marche ou ça marche pas. L'innovation, c'est pas une offre. L'innovation, c'est la réponse à une demande. Et la demande des populations du monde entier aujourd'hui, c'est de dire, attention, on a compris que si on ne décarbone pas, on met la planète en danger. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut aborder le problème, surtout dans un salon comme celui-là, qui depuis 45 ans explique, d'abord par le mot pollution, technologie de pollution, comme on l'a entendu tout à l'heure, mais aujourd'hui plus par la problématique du réchauffement climatique et de l'empreinte carbone. Bien, c'est important de voir que c'est d'abord et avant tout un problème sociétal avant d'être un problème technologique. Alors l'État là-dessus a travaillé sur une stratégie que je voudrais vous présenter en quelques mots face à 4 enjeux. C'est la stratégie de décarbonation. Alors, elle répond au premier enjeu, évidemment, je viens d'en parler, des enjeux environnementaux, c'est-à-dire baisser le nombre de millions de tonnes de carbone qu'on émet, c'est-à-dire avoir une empreinte carbone qui soit moins forte, parce qu'on se rend bien compte que c'est la conséquence des gaz à effet de serre en général sont très mauvais pour la planète. Pas besoin de vous faire un dessin. Le deuxième, c'est, on le voit parce que cette crise est difficile, parce que la métamorphose est difficile, parce qu'il y a des pays qui commencent à vivre ça différemment, on voit bien qu'il y a une problématique de souveraineté énergétique, et donc on doit se poser la question de la décarbonation en regard de la souveraineté énergétique également, être moins dépendant d'énergies qui ne viennent pas de notre sol, d'énergies qui ne viennent pas de notre soleil, d'énergies qui ne viennent pas de notre vent, ou alors même de notre eau de mer. À savoir, il va falloir prendre conscience que la décarbonation, c'est un enjeu de souveraineté énergétique également. Moins dépendre des énergies fossiles qu'on importe d'autres pays. Le quatrième enjeu, il est pour le coup économique. On le voit ici. 2000 stands de gens qui travaillent sur ce type d'activité. C'est une véritable activité économique pour la France. Et notre pays a une caractéristique, c'est que nous sommes une terre d'innovateurs. Ça, je peux vous le dire. Je suis en charge de France 2030. Nous avons 54 milliards d'euros de soutien aux innovateurs
à distribuer. On est déjà à la moitié. C'est plus de 3000 entreprises sur tout le territoire qui aujourd'hui innovent dans plein de domaines. Et 50% de ces budgets sont consacrés à la réduction de l'empreinte carbone. Donc une intervention massive de l'État. Puis le dernier, on a un petit peu parlé, même si je pense, et pourtant je suis un ingénieur et j'ai une formation plutôt numérique et scientifique, le dernier c'est aussi la possibilité de l'enjeu des basculements technologiques. Aujourd'hui on voit bien que dans un certain nombre de domaines, 40 ans de désindustrialisation de notre pays ont fait qu'on a perdu pied. C'est l'opportunité de revenir dans la course industrielle, non pas en réindustrialisant, comme j'entends trop souvent, mais en néo-industrialisant, c'est-à-dire de véritablement proposer des nouvelles offres industrielles, je le disais tout à l'heure, en rapport avec la qualité de vie que les gens attendent, à la fois hors du travail, mais également dans le travail. Alors, France 2030, strictement sur la décarbonation, c'est 5,6 milliards d'euros. Mais il faut ajouter à ces 5,6 milliards d'euros publics l'effet de levier qu'il génère dans le privé, qui aujourd'hui est supérieur à 2. En clair, pour 1 euro que met le public, le privé généralement met 2 euros. En tout cas, s'en approche de plus en plus. On est exactement à 1,9 à l'heure où je vous parle. C'est-à-dire que c'est une somme importante pour véritablement commencer cette révolution. Alors, on pourrait dire, oui, mais vous savez, quand on compare aux chiffres chinois, américains, on n'est vraiment pas dans la maille. Alors on comparera à ce moment-là les chiffres européens et vous pouvez à peu près rajouter, pour faire simple, 1 zéro de plus à tous les chiffres que je vais vous ajouter et vous verrez que finalement on est un des pays au monde qui en rapport à son PIB fait le plus gros effort d'investissement sur l'innovation et la décarbonation aujourd'hui venant du sommet de l'État. À cela s'ajoute, je le précise, tout ce que font les territoires, les régions, très important, mais également les départements et dans certains cas les communes. C'est-à-dire que l'action publique, ce n'est pas l'action de l'État que moi je représente ici. Vous aurez certainement l'occasion d'en reparler pendant les tables rondes. Alors, moi je voudrais vous expliquer comment ça marche, très brièvement. Donc l'État dispose de ces budgets qui ont été votés par une loi. Donc ce sont des budgets qui ne sont pas dépendants de fluctuations annuelles. Ils ont été développés de façon globale et ils sont délégués à des opérateurs, dont l'ADEME, des opérateurs BPI, ADEME, Caisse des dépôts et consignations et Banque des territoires et l'Agence nationale de la recherche. Ces opérateurs se rapprochent effectivement des entreprises qui ont des projets d'innovation dans différents domaines, dont la décarbonation, à travers des appels à projets ou des appels à manifestation d'intérêt. Donc voilà comment ça fonctionne sur le plan technique. Alors je vais vous donner quelques exemples. Mais il y a 3 projets, il y a 3 appels à projets par exemple qui sont en ce moment opérés par l'ADEME. C'est pour un montant de 1 milliard d'euros d'aide qui, clairement, je vous le lis pour que ça soit clair, soutenir les projets de décarbonation de tout type. Biomasse, efficacité énergétique, décarbonation des procédés, donc de toutes les entreprises industrielles émettrices qui sont intéressées par innover et par décarboner leurs process. Notamment, le président de l'ADEME en a parlé tout à l'heure, on se concentre énormément sur les 50 sites industriels qui, en France, sont le plus émetteurs, puisque si on résolvait ce point-là, on a déjà plus de 30% des émissions qui seraient éliminées venant de l'industrie, ce qui est quand même un chiffre assez considérable. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Je ne vais pas faire une litanie de chiffres parce que j'en ai plein sur mes fiches, mais ça va devenir fatigant. Mais c'est intéressant que je vous en montre quelques-uns pour vous montrer que ça bouge déjà. Que ça fait 2 ans que je suis à la tête du SGPI, 2 ans que je suis à la tête de France 2030, et qu'on a déjà beaucoup de projets qui sont opérationnels, qui fonctionnent, et sur lesquels les entreprises ont créé une certaine dynamique. La décarbonation de la chaleur par la biomasse, par exemple. Donc 39 projets dans 9 régions qu'on a soutenus avec 170 millions d'euros de soutien de l'État, mais sur un total de quasiment 500 millions d'euros d'investissement avec le privé et les soutiens des territoires. L'effet de levier dont je vous parlais tout à l'heure. L'efficacité énergétique et la décarbonation des procédés. 29 projets dans 8 régions, même ordre de grandeur de chiffres. Le plus important, c'est de savoir que, par exemple, on va jusqu'à une région voisine de la nôtre, la Bourgogne-Franche-Comté. Il y a un projet de coulée continue verticale Industyle, qui est un coulage d'acier pour fabriquer des tôles,
qui va être installé justement au Creusot et va permettre de réduire les émissions de 7000 tonnes de CO2 par an. Ça veut dire qu'on va fabriquer de l'acier, non plus avec du charbon ou avec du pétrole ou avec du gaz, mais on va fabriquer de l'acier avec de l'hydrogène et avec de l'électricité comme énergie de base, donc une véritable transformation. Quand on en est à ce type d'industrie, ça veut dire qu'on commence vraiment à cranter sur des investissements massifs et qu'on va vraiment avoir un impact. On parlait tout à l'heure de l'économie à impact et un observatoire de l'impact. Je pense que là, on va pouvoir regarder des résultats très concrets. Et bien évidemment, des petits projets pour les PME. Je dis les petits projets parce qu'en volume, ils n'ont rien à voir avec les milliards ou les millions dont je vous parlais tout à l'heure. Mais 179 projets de PME ont déjà été financés. Et moi, j'aime bien vous dire que sur ces 179 projets, il y en a 35 qui concernent nos outre-mer. On n'en parle pas assez, mais la décarbonation sur les territoires outre-mer de notre pays est fondamentale. Ce sont des pays qui ont beaucoup besoin à la fois d'énergie qui soit décarbonée, mais également d'énergie pour fabriquer quasiment tout, y compris, vous le savez, malheureusement, l'eau potable dans les territoires comme Mayotte, par exemple. Donc il est important que la chaîne de décarbonation, elle amène aussi d'autres qualités, et notamment la qualité de l'eau dans ces pays. Puis je voudrais vous parler de 2 projets, puis après j'en aurai terminé, qui me tiennent à cœur. Ce sont des projets qui sont plus globaux parce qu'ils sont des projets d'organisation territoriale. Le premier, c'est sur la zone de Dunkerque. Sur la zone de Dunkerque, nous avons un appel à projet qui s'appelle ZIBAC. Ça s'appelle Zone industrielle bas carbone. Sur la zone de Dunkerque, elle émet, donc c'est une zone à la fois industrielle et portuaire. Il y en a 2-3 comme ça sur notre territoire, j'en reparlerai dans quelques minutes. Eh bien, elle émet 15 millions de tonnes de CO2 par an. C'est 20% des émissions de CO2 des industries manufacturières et industrielles en France. Juste cette zone. Juste cette zone qui, au passage, vous le savez, parce que quand on regarde l'histoire industrielle française, a été une zone absolument dévastée lors de la désindustrialisation. Et donc, se sont réfugiés là pas mal d'industries par défaut. Et il a fallu véritablement avoir un véritable plan industriel. Et les mairies et les territoires et les régions et les responsables de régions successifs ont beaucoup travaillé à ça pour en arriver à ce projet ZIBAC avec France 2030. Donc le projet décarbonation, eh bien, ce sont un travail collaboratif entre toutes les entreprises du territoire pour réussir à avoir une coordination sur la modernisation de leur outil énergétique. Résultat, on aura un impact très significatif sur ces 20%, puisqu'on pense les réduire au moins de moitié, si ce n'est plus, à l'horizon de 2030. Alors évidemment, ça renforce également l'attractivité économique du territoire, puisque de plus en plus d'entreprises recherchent des solutions d'énergie décarbonée. Donc là, d'un territoire qui était en relative déshérence, parce que justement, ouvrez les guillemets, beaucoup de pollution, pas de grand confort de vie, eh bien ça devient un territoire attractif par la décarbonation, parce que là on dit ça y est, ils sont poussés, le raisonnement jusqu'au bout, et là on va pouvoir avoir accès à de l'énergie qui sera décarbonée, et notamment grâce à l'hydrogène et grâce aux panneaux solaires dans ce coin-là. Même remarque sur une autre zone industrielle portuaire, c'est celle de Fos, Fos-sur-Mer, et c'est un projet qui s'appelle Sirius, et là l'objectif c'est de diviser par 2 les émissions de Sirius, c'est-à-dire des émissions de gaz à effet de serre, sur 10 ans, sur ce territoire, qui, pour certains d'entre vous, vous le connaissez peut-être quand vous faites des descentes dans le sud de la France, hein, c'est pas très loin de notre autoroute, eh bien, on s'aperçoit bien qu'il en a bien besoin. Là, un impact direct, notamment sur la biodiversité, qui dans cette région est très importante. Et je pense que là aussi, c'est l'union de tous les industriels et des responsables locaux qui a rendu possible cette dynamique. Alors, évidemment, on a parlé beaucoup des territoires. Depuis que je suis en charge de France 2030, j'avais une règle. On ne doit pas définir la politique de décarbonation à Paris 7e, là où est mon bureau. Ça doit être défini sur les territoires. C'est pour ça que nous, au niveau de France 2030, on propose des appels à manifestation d'intérêt, on propose des appels à projets, mais on attend des territoires, on attend des industriels, on attend des PME ou des grands groupes qui viennent nous voir avec des projets. On est plutôt à la pêche qu'à la chasse. Parce que l'objectif, justement, je vous l'ai dit en introduction,
c'est pas de forcer, c'est juste que, d'une façon relativement douce, les Américains ou les Anglais appellent ça le nudge, c'est-à-dire de prendre conscience que demain, les clients de ces entreprises, les partenaires de ces entreprises, les acheteurs, s'ils sont des sous-traitants de leur entreprise, eh bien, auront la décarbonation, auront le souci de l'impact environnemental au cœur de toute leur stratégie. Alors je sais qu'il y a plein d'hésitations, hein, l'arbitrage, prix ou pas prix. La tendance, elle est de fond. Donc de toute façon, ça ne sera pas un choix. Donc le plus tôt, effectivement, les entreprises prennent cette conscience et s'y mettent, le mieux c'est. Et la réponse de l'État là, c'est de dérisquer et donc de s'associer, je vous l'ai expliqué tout à l'heure pourquoi il y a une association publique-privée, de s'associer à ces projets pour qu'effectivement la marche d'investissement soit moins haute et qu'effectivement ils soient plutôt tentés de le faire maintenant que dans 2, 3, 5 ou 9 ans. Moi je me méfie toujours du mot urgence. Le mot urgence c'est un mot compliqué. Parce qu'on ne sait jamais si c'est une urgence de type géologique, 100 millions d'années, ou si c'est une urgence de type quotidienne, la semaine prochaine. En fait, le mot urgence, il n'est pas, à mon avis, il ne qualifie pas la situation sur la décarbonation. C'est, je crois, plus fondamentalement que la décarbonation, elle est inéluctable. Et donc, quand on est chef d'entreprise, quand on est responsable politique, on se dit, de toute façon, c'est quelque chose qu'on voit arriver. C'est pas comme un événement inattendu, comme malheureusement les événements de ce week-end qui étaient absolument bouleversants pour tout le monde. C'est quand on est un responsable politique ou un chef d'entreprise, cette anticipation d'inéluctable, on doit y mettre des moyens et par rapport à ses propres moyens, voir comment on peut dérisquer son investissement pour éviter ce risque de demain. Donc voilà à quoi sert France 2030. En tout cas, sachez que le nombre de projets ne cesse de grandir. On a engagé 27 milliards d'euros sur les 54 à l'heure où je vous parle, donc il en reste encore pas mal, hein. Donc j'attends des projets, j'en veux encore. J'entends des projets plus spécifiquement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la première région après Paris en termes de soutien sur France 2030 aujourd'hui. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas continuer. C'est aussi ma région de cœur, hein, je ne peux pas le nier, même si j'ai une responsabilité nationale. Et je crois qu'avec tout ça, ça nous permet justement de montrer que la France, à la fois par son innovation, mais également par sa vision d'une société où, après les droits de l'homme qui ont été inventés ici, après le droit à la santé avec la sécurité sociale, entre-temps le droit à l'éducation avec la Troisième République, un droit à la qualité de la vie, ça serait quelque chose de pas mal et on va tous travailler à ce que ça se marche bien. Merci à vous. Merci à vous. Oui, je sais. Merci à vous, Bruno Bonnell. Je sais que vous êtes contraint de partir, mais en tout cas, c'était évidemment une introduction très concrète à cette table ronde à décarbonation et réindustrialisation. Je vais présenter mes invités dans un instant. J'en profite pour souligner, parce que c'est aussi un événement international, qu'il peut y avoir des traductions pour nos visiteurs étrangers. C'est Paul et Bernie qui sont en cabine, qui l'assurent. Il faut toujours saluer les traducteurs. Juste, moi, je me présente. J'ai pas eu l'occasion de le faire. Je vais rester un petit peu à la tribune aujourd'hui. Nathalie Croiset, je suis journaliste radio dédié au sujet de la transition écologique. Je réalise des podcasts pour plusieurs médias, dont Green Univers, avec un podcast aujourd'hui qui concerne l'hydrogène. Voilà, c'est ma pub personnelle, mais comme on a parlé du sujet de l'hydrogène et de l'objectif de devenir aussi leader en la matière, il faut voir si on est capable ou pas de le faire. Voilà, c'était juste ma petite page de publicité personnelle. Je me rassois pour rentrer dans le vif du sujet et présenter les intervenants sur cette table ronde. Peut-être qu'on peut aussi afficher la slide, voilà, qui permet aussi de mieux vous voir. Ravi d'accueillir Émilie Alberola, bonjour. Vous êtes directrice générale d'EcoOut South Europe, pour bien parler français. Vous aidez, on va dire, depuis plus de 15 ans, les acteurs économiques, publics et privés à relever les défis climatiques. Vous accompagnez beaucoup d'entreprises et c'est pour ça que vous allez pouvoir nous éclairer sur ce sujet. C'est bien d'avoir le regard aussi d'une entreprise et donc ravi d'accueillir Mathieu Chabanel, le PDG de SNCF Réseau. Ravi de vous accueillir dans ce panel de femmes. Depuis ce matin, il y a beaucoup de femmes. Vous inquiétez pas, on est ravis de vous accueillir, mais ça fait du bien aussi d'avoir
d'avoir des panels assez féminins. Je me permets de faire une petite réflexion à ce sujet. Emeline Baume que l'on retrouve, hein, merci beaucoup aussi de rester parce que c'est important d'avoir ce regard, on va dire aussi, on va dire des collectivités sur ces enjeux-là. Première vice-présidente de la métropole de Lyon. Et puis Sylvie Padilla qui va nous présenter un peu plus en détail aussi l'accompagnement de l'ADEME, un chef du service industrie, direction entreprise et transition industrielle. L'objectif, c'est aussi pas seulement que les uns et les autres parlent ici devant vous, mais on pourra vous passer un micro si vous avez quelques questions à poser, évidemment, à l'issue de ce tour de table. Sylvie Padilla, je vous passe la parole peut-être en premier avec quelques slides parce que c'est bien quand on parle décarbonation, réindustrialisation. Là, on a eu des exemples concrets avec Bruno Bonnel, mais peut-être de rappeler les enjeux. On va être peut-être beaucoup plus décarbonation sur cette table ronde que réindustrialisation, mais on parlera évidemment du sujet. Je vous en prie, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Donc, je vais mettre quelques schémas sur des choses qui ont été déjà dites par Bruno Bonnel et puis par notre président tout à l'heure. Quand on parle décarbonation, de l'industrie, c'est important il y a un mot-clé qui revient très souvent, c'est le mot-clé concentration. Parce que si on se pose du côté des enjeux de diminution des émissions de gaz à effet de serre, on s'aperçoit qu'il y a une concentration sectorielle. Donc il y a quelques secteurs, il y en a une dizaine qui sont vraiment en tête de pont, je dirais, par rapport aux émissions. On a également une concentration en termes de nombre de sites, et on a déjà cité l'exercice avec les 50 sites. On s'aperçoit qu'il y a une énorme concentration en termes de sites, ce qui veut dire que aussi les politiques publiques peuvent pas être les mêmes que quand on parle du transport ou du bâtiment, où là le sujet est beaucoup plus dans le diffus. Donc c'est important quand on se projette dans quels sont les bons outils d'avoir ces éléments-là en tête. Et puis on a Bruno Bonnel l'a évoqué en parlant de l'appel à projet ZIBAC, on a un sujet de concentration territoriale. D'où cet appel à projet qui vise justement à ce qu'on essaye d'accélérer et d'amplifier la décarbonation dans ces zones en faisant le pari des synergies et des mutualisations. Donc c'est vraiment important, me semble-t-il, d'avoir cette vision en termes de concentration parce que c'est assez déterminant. Après, ça pose aussi la question du reste de l'industrie quand on a parlé de ceux qui sont concentrés. Et là, c'est une autre problématique qui est finalement dans le reste des sites industriels, c'est là qu'il y a le plus d'emplois. Donc ça pose d'autres questions en termes de politique publique et je pense que mes collègues reviendront dessus. Dans les secteurs concentrés, on n'a que 10% de l'emploi, donc 90% de l'emploi il est dans le secteur diffus, avec aussi des technologies, avec des problématiques équivalentes, mais unitairement moins impactantes en termes de gaz à effet de serre. Donc il y a quand même un enjeu aussi dans les politiques publiques à ne pas négliger le diffus, parce que aussi c'est la question de l'emploi et de l'ensemble du territoire qui est touché. Ce qu'on peut dire également dans les besoins de la décarbonation de l'industrie, c'est qu'il y a un fort besoin de CAPEX, y compris parce qu'il y a eu une forte désindustrialisation. Il y a eu quand même pendant beaucoup d'années peu d'investissements dans l'outil industriel finalement. Et là, on se retrouve avec la conjonction de deux éléments. Le sujet, est-ce que je réinvestis ? Et si je réinvestis, il n'y a pas de choix, c'est inéluctable, je réinvestis bas carbone quelque part. Et donc, c'est ces deux alignements un petit peu de planètes qui font que là, on a quand même beaucoup de projets et beaucoup de dispositifs finalement qui accompagnent ce mouvement. L'innovation également, parce que pour arriver à la neutralité carbone, on n'a pas toutes les technologies. Il y a des secteurs qui n'ont pas actuellement les technologies ad hoc pour arriver à vraiment décarboner. Je vous invite à aller voir nos plans de transition sectoriels sur des grands secteurs industriels comme l'aluminium, comme l'acier, où on voit qu'il y a encore des paris technologiques à faire. Et puis, le sujet des infrastructures, parce que dire on va électrifier, on va mettre de l'hydrogène, ça veut dire aussi qu'il y a des infrastructures énergétiques ou des infrastructures de CO2 qu'il va falloir mettre en place. Et donc ça, c'est ce triptyque-là, CAPEX, innovation et infrastructure, qui est vraiment hyper déterminant dans les sujets de décarbonation de l'industrie. Très rapidement aussi, pour les sites les plus concentrés, qui sont souvent ceux qui sont majoritairement, qui sont tous soumis à la directive sur les quotas de carbone, la directive européenne, on a quand même 3 éléments aussi, donc un peu cet alignement de planète, je disais. Sur la question du carbone, on a la baisse des quotas gratuits, donc ça veut dire que les quotas de CO2 vont devenir un coût, donc d'où la question d'y aller maintenant, d'investir. On a aussi une hausse structurelle du prix du carbone, alors qu'on a eu longtemps des prix du carbone à 5 ou 20 euros la tonne.
au-dessus de 80 et ça dure. Donc, non seulement ça a un prix, mais un prix qui a de la valeur. Donc, ça commence à faire beaucoup. Et puis, on a aussi la mise en place d'un nouveau mécanisme, justement, pour pallier la fin des quotas gratuits, le mécanisme d'ajustement aux frontières, qui va aussi changer un peu les règles par rapport à des aspects de compétitivité internationale. Et tout ça, les acteurs industriels soumis à la directive quota, qui sont aussi des grands donneurs d'ordre, intègrent tous ces éléments d'équation. Et on espère que ça sera suffisamment déclenchant pour qu'il y ait des bons projets de décarbonation au sens technique, technologique, enfin voilà, investissement vraiment qui permet d'abattre des émissions réellement. Voilà ce que je pouvais dire un peu pour planter le décor, si je peux. Très bien, et ça peut servir aussi de base pour nos échanges. Émilie Alberola, vous pourrez évidemment aussi rebondir sur ce contexte européen puisque vous accompagnez, on va dire, à l'international aussi des entreprises. Mathieu Chabanel, je vous passe la parole pour justement comprendre ce que représentent ces enjeux, peut-être plus de décarbonation que de réindustrialisation ou peut-être de néo-industrialisation finalement, pour rebondir sur ce que disait Bruno Bonnel pour SNCF Réseau. Oui, alors le train, c'est déjà une réponse en matière de décarbonation. On évoque là les émissions industrielles, mais le premier poste d'émission en France, c'est les transports, avec 30% des émissions de gaz à effet de serre. Sur cette proportion, sur les totales des émissions des transports, le ferroviaire, c'est 1% des émissions pour 10% des voyageurs et des marchandises transportées. Donc c'est un mode qui est structurellement très décarboné. C'est un mode qui en général est sobre, c'est-à-dire que même dans une économie des transports qui demain serait entièrement décarbonée, ce que je crois on souhaite tous, dans lequel la voiture, l'avion, etc. seraient décarbonés, l'intérêt du ferroviaire demeure, puisque c'est un mode, et Bruno Bonnel l'évoquait tout à l'heure, qui est très sobre en énergie d'abord. Même dans un monde décarboné, le chemin de fer, aux voyageurs ou à la tonne transportée, c'est 6 fois moins de besoin d'énergie que la voiture ou le camion, parce que tout simplement les roues métalliques sur des rails consomment moins d'énergie que les pneus sur de l'asphalte. Et ça, dans le monde de demain, l'énergie sera encore plus rare qu'aujourd'hui, et donc ce sera un avantage du ferroviaire. C'est un mode sobre aussi en espace consommé. En artificialisation des sols, c'est un mode beaucoup plus sobre que d'autres modes. Et puis c'est un mode sobre parce qu'il résout les problèmes de congestion en termes de véhicules qui circulent. On voit bien qu'on peut transporter beaucoup plus de monde avec le même espace. Et donc ça apporte des solutions au mode de congestion. Donc ce mode sobre, il répond à beaucoup de problématiques. Et d'ailleurs, je pense qu'on le voit, Bruno Bonnel parlait des évolutions de la société. La demande pour le ferroviaire post-crise sanitaire, elle est plus forte qu'elle n'a jamais été. Et ça, dans toutes les facettes du mode ferroviaire, le voyageur longue distance, le voyageur courte distance, les marchandises qui a repris post-crise sanitaire, on voit bien qu'on a cette demande. Alors cette demande, elle passe par le groupe SNCF ou les autres entreprises ferroviaires, elle passe par le réseau, mais elle passe aussi par toute une filière industrielle qui est derrière. Et ça fait le lien. Aujourd'hui, SNCF Réseau, c'est 6 milliards d'euros d'investissement en 2023. C'est un chiffre très important, ça fait de nous une des principales entreprises publiques à investir dans le pays. Ces 6 milliards d'euros d'investissement, ils sont confiés à 80% à des entreprises, à des fournisseurs, à des entreprises de travaux, à des entreprises de prestations intellectuelles qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. Donc il y a une contribution directe du ferroviaire au dynamisme industriel des territoires. Et donc, un mode décarboné vient contribuer au dynamisme industriel. Je pense que c'est une bonne illustration d'un cercle vertueux qui peut se mettre en place et qui s'illustre très bien ici à Polytech. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas, pour autant, pas d'effort à faire dans le ferroviaire en matière de notre propre transition écologique. Et c'est ce qu'on a cherché à illustrer sur le stand ici, c'est-à-dire que même si le ferroviaire est un mode décarboné, c'est un mode qui a un impact parce qu'il faut construire des trains, parce qu'il faut poser des rails, parce qu'il faut mettre du ballast entre les rails, etc. Tous ne roulent pas à l'électrique aussi.
Et en plus, aujourd'hui, 90% des circulations se font en mode électrique, mais enfin, il reste des circulations qui ne sont pas électriques. Donc, on a notre propre transition écologique à faire. C'est pour ça qu'on travaille sur les trains à hydrogène, sur les trains à batterie, et puis du côté de SNCF Réseau, on travaille autour de la décarbonation, par exemple, de notre parc de véhicules routiers, parce que pour intervenir sur le réseau, on y va en voiture, on n'y va pas en train, c'est par nature. Et donc, on a de plus en plus de véhicules électriques ou de véhicules faiblement émetteurs. On a aussi un parc immobilier qui est répandu sur l'ensemble du territoire, puisqu'on a des équipes qui sont répandues sur tout le territoire. Et là aussi, on a à travailler sur ce parc immobilier pour diminuer ses émissions. Mais plus fondamentalement, on a à diminuer nos émissions, y compris sur le scope 3, c'est-à-dire sur tout ce qu'on va acheter à l'extérieur. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur tout ce qui est l'économie circulaire, avec un exemple. Et on voyait dans la présentation de Sylvie Padilla le poids de l'acier dans les émissions. À SNCF Réseau, on a mis en place une filière dite de rails verts, c'est-à-dire que les rails qu'on dépose, on les renvoie dans une aciérie, mais qui est une aciérie électrique, qui est située, qui est l'aciérie d'Ascoval, à Saint-Saulve. Cette aciérie électrique, elle est donc nettement moins consommatrice et émettrice de carbone qu'un haut fourneau classique. Et au sortir de cette aciérie électrique, ces rails qui ont été refondus en acier sont renvoyés vers un laminoir qui est à Hayange, en Lorraine, où on refait des rails qui sont rachetés par SNCF Réseau. Avec ça, on diminue les émissions du rail de 60 à 70%. C'est-à-dire que notre rail acheté, il est 60 à 70% moins riche en carbone. Donc on voit bien que par à la fois un travail avec des industriels, par de l'innovation technologique, par la constitution d'une filière économique, on peut réussir à travailler en même temps la décarbonation et la réindustrialisation. Nous, on est très fiers d'avoir 97% de nos fournisseurs qui sont localisés en France et on croit vraiment que derrière cette économie verte, il y a une filière industrielle dont on doit se saisir. Alors, c'est déjà un très bon exemple et une illustration, et les unes et les autres, vous allez pouvoir vraiment rebondir sur cet exemple d'entreprise et vous pourrez commenter. Donc, je vais vous passer la parole, Émilie Alberola. On a vu cet exemple-là aussi dans la stratégie de SNCF Réseau, et vous qui accompagnez les entreprises, on voit bien que ces sujets de décarbonation, réindustrialisation nécessitent aussi de repenser les modèles. Oui, tous les micros fonctionnent, ils les activent normalement, donc vous pouvez les prendre et allez-y. Merci, oui, effectivement, merci pour l'invitation et merci pour la question, parce qu'effectivement, l'enjeu de décarbonation est de taille pour les entreprises, puisqu'il s'agit de faire rimer croissance, et j'ai plus envie de parler de création de valeur, décarbonation et réindustrialisation. Alors l'enjeu de décarbonation n'est pas nouveau pour l'industrie, pour les secteurs industriels, puisque comme le précisait Sylvie Padilla en introduction, en Europe, on a une directive qui plafonne les émissions des grandes industries les plus polluantes, c'est 50% des émissions de gaz à effet de serre au niveau européen, depuis 2005, site par site, avec un plafond d'émissions à respecter. Donc la décarbonation, elle est déjà engagée pour le secteur de l'énergie, de l'électricité et la grande industrie, avec un succès plutôt mitigé concernant vraiment la décarbonation de l'industrie jusqu'aux années 2020. Quand on regarde les tendances de l'intensité carbone, à savoir les émissions de gaz à effet de serre rapportées à la production industrielle, à la quantité de marchandises produites, on s'aperçoit que c'est assez stable comme tendance. Et donc, on n'a pas engagé jusqu'aux années 2000 vraiment une profonde décarbonation en activant tous les leviers nécessaires à cette décarbonation, à savoir des investissements pour améliorer les process de production, de l'efficacité énergétique, du recours à des entrants plus bas carbone. Et depuis 2-3 ans, effectivement, on a cette nouvelle dynamique d'investissement, de baisse de cette intensité carbone qu'on voit dans certains secteurs de manière plus accélérée, même le secteur du verre par exemple, le secteur du papier, du ciment. On voit que depuis 2020 ça commence à vraiment être marqué dans les chiffres, ces changements d'intensité carbone. Et on voit aussi une réindustrialisation, parce que jusqu'aux années 2020, il faut bien s'avouer qu'en Europe et en France, ça a été mentionné, décarbonation rimait plutôt avec délocalisation.
Donc là, voilà, on est dans une dynamique où on réinvestit le système productif industriel, on identifie des opportunités, et ça c'est important vraiment de le mentionner, que pour vraiment avoir une bonne compréhension aussi de cette tendance de décarbonation d'industrie, il faut finalement reconnaître aussi que toutes les industries n'auront pas le même rôle à jouer dans la décarbonation. Et donc, il faut distinguer des industries qui vont réussir à se décarboner, donc à réduire au maximum leur empreinte carbone de manière alignée à ce que la science et l'accord politique de l'accord de Paris définit, pour vraiment contribuer à cette visée de neutralité climatique. On aura des industries qui seront plutôt habilitantes, c'est-à-dire qu'elles-mêmes vont continuer à polluer, mais elles vont aider les autres industries à se décarboner. Donc ça va être par exemple dans le champ de la technologie, toutes les industries qui vont construire des batteries électriques, des panneaux solaires, voilà, qui vont apporter des entrants sur d'autres cycles industriels qui vont ensuite eux réussir à se décarboner. Mais ces industries habilitantes, malheureusement, on sait qu'elles ne vont pas réussir à elles s'engager vraiment dans cette voie-là, mais elles vont faciliter. Et puis on a une troisième catégorie aussi d'industries pour lesquelles on sait qu'aujourd'hui on n'a pas les innovations, on n'a pas les technologies qui vont vraiment permettre de décarboner. Et donc on va catégoriser là toutes les grandes industries qui vont faire le mieux possible avec ce qu'on a aujourd'hui en termes de techno. Et donc là, ces décarbonations, elles sont guidées par ce qu'on appelle des benchmarks industriels, au niveau du système européen d'échange de quotas. On a des cibles de performance d'intensité carbone par produit, par secteur. Et ces industries s'engagent à décarboner au maximum de ce qu'elles peuvent faire, mais on n'ira pas jusqu'à la contribution maximale nécessaire pour atteindre cette neutralité climatique. Donc dans chacune de ces typologies d'industrie, in fine, les différentes variables de l'équation de la décarbonation vont être différentes. On aura plus d'efficacité énergétique, plus d'innovation de technologie, on aura plus de sobriété, parce que c'est important aussi de comprendre qu'un monde bas carbone va évoluer en termes d'offres. Donc tout le parc industriel va proposer des nouveaux produits, des nouvelles manières de produire. Mais on a aussi la demande, et nous tous, citoyens aussi, on va faire évoluer notre manière de vivre. Et donc, voilà, il va falloir que cette industrie aussi anticipe cette évolution de la demande, puisse innover, saisir les opportunités par rapport à cette évolution de la demande. On a beaucoup parlé de planification ces derniers temps, et puis Monsieur Banel dans son introduction. Je pense que c'est important de comprendre qu'au niveau de l'entreprise, cette étape, elle est nécessaire. Il faut planifier sa décarbonation. On a des étapes qui sont très similaires à ce que l'État cherche à faire, que l'Union européenne et la France cherchent à faire. Les entreprises doivent se saisir au plus vite du sujet en planifiant leur décarbonation, en planifiant leur transition, en menant une série en suivant différentes étapes qui vont amener l'entreprise à comprendre dans quelle dynamique macroéconomique elle se situe en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Elle se doit de mesurer ses impacts, évidemment carbone, mais c'est bien lié aussi à d'autres sujets environnementaux tels que l'eau, la biodiversité. Elle doit identifier les leviers et estimer les potentiels et écrire sa feuille de route pour anticiper au maximum, identifier ses besoins d'investissement. Et les engagements, les initiatives comme France 2030 sont nécessaires. L'ensemble du cadre politique est nécessaire pour accompagner plus d'innovation, de la décarbonation. Et puis il y a le sujet compétitivité. Je n'aborderai pas le sujet parce que j'ai plus le temps, mais vous avez évoqué le sujet du mécanisme d'ajustement aux frontières. C'est une nouvelle mesure qui va rentrer en vigueur très proche. Qui est rentré en vigueur, parce que c'était le 1er octobre 2023, dans une phase d'engagement des industries. Mais à partir de 2026, c'est un mécanisme qui va protéger l'industrie européenne en taxant du même prix carbone toutes les importations sur les 6 produits industriels qui sont identifiés. Mais le sujet compétitivité est très, très important. Alors justement, Sylvie Padilla présentera les leviers. Je vais passer la parole à Émile Baume. Juste en quelques mots à vous écouter. Donc en fait, décarbonation et réindustrialisation, c'est pas contradictoire. Même si on a entendu le mot avec Bruno Bonnell aussi de néo-industrialisation. Parce que vous parliez d'innovation. Juste une réponse en quelques mots à cette question, et puis je peux faire réagir les uns et les autres. Oui, normalement, si on branche le micro, ça fonctionne. Sur la contradiction entre... justement, c'est ce qu'on observait depuis finalement 15 ans, une décarbonation qui pouvait se faire que par de la délocalisation, et comme l'a indiqué aussi Monsieur Bonnell en introduction, une désindustrialisation n'est pas forcément la dynamique attendue, dès lors que sur un territoire, on souhaite aussi avoir une vie économique, une vie sociale, parce que derrière l'économie, on a aussi cette transition sociale à envisager. Et donc, aujourd'hui, on est dans une dynamique où on refait rythmer
cette décarbonation avec réindustrialisation et innovation, parce que la décarbonation ne marchera pas que par la technologie aussi. On a un pan d'innovation sociétale qui sont vraiment très très importantes et stimulantes. Alors, je vais poser la même question, j'allais dire quelque part à Emeline Beaune. Vous la sentez, cette dynamique, et aussi peut-être rebondir sur ce que disait Mathieu Chabanel. C'est vrai, quand on parle de décarbonation, on pense beaucoup énergie, mais il y a d'autres enjeux. Et je pense que quand Monsieur Chabanel a parlé d'économie circulaire, ça vous a parlé, non? Ouais. Plusieurs choses. D'abord, comme on l'a dit dans la plénière introductive, il y a de la maturité. Il y a de la maturité des entrepreneurs, des dirigeantes, des dirigeants. Ce que je citais en introduction, c'est regardons la dynamique de la Convention des entreprises pour le climat, donc de la maturité sur les sujets énergie, mais aussi sur les sujets matières, matériaux. Et c'est ça qu'il faut saluer, parce que, comme l'a indiqué Bruno Bonnell, c'est bien d'avoir c'est nécessaire et vital, essentiel et stratégique d'avoir un cadre réglementaire européen et français pour tenir l'accord de Paris, c'est ça. Mais c'est vital et nécessaire et essentiel d'avoir des hommes et des femmes en situation de responsabilité, que ce soit des élus locaux, des financeurs, je pense banque, assurance, Bruno Bonnell parlait des risques, des accompagnateurs, accompagnatrices, facilitatrices, facilitateurs, des capitaines d'industrie, des recruteuses, des recruteurs, qui intègrent ces sujets-là. Et donc, oui, il y a de la maturité, il y a une nécessité aussi à piloter, en tout cas à donner à voir cette maturité. Donc c'est pour ça que la métropole de Lyon, et j'espère, je mets l'hypothèse que d'autres territoires vont le faire, va sortir un observatoire métropolitain de l'économie à impact pour être en capacité de dire aux acteurs socio-économiques sur les sujets de justice sociale et d'inclusion, donc les questions de l'emploi, la place des seniors dans l'emploi, parce qu'on a l'application de la loi retraite, la place des migrants, faut se le dire aussi, la place des jeunes, sur la question évidente de la viabilité environnementale, donc là on est tous d'accord, et le vivant et l'énergie, et sur la question de la soutenabilité économique, c'est-à-dire on est dans un capitalisme mondialisé, financiarisé, et c'est super et important et vital et essentiel d'avoir une Europe forte, ce que je disais tout à l'heure, avec ce mécanisme d'ajustement frontière qui va aider. Ceci étant dit, il me semble que la première chose aussi à remettre au centre, c'est de se dire comment on valorise et on intensifie les filières présentes en Europe, en France et sur nos territoires, avec les solutions à l'œuvre maintenant, ne pas tout attendre d'innovations de rupture qui sont peut-être dans les labos publics, mais qui n'arriveront en maturité que dans 6 ans, 9 ans, 12 ans. En attendant, il y a des choses qu'on sait faire. Et la circularité, c'est une réponse positive, de mon point de vue, aux capitaines d'industrie, aux entrepreneurs et aux chercheurs, ici et maintenant, pour abaisser l'empreinte matérielle de l'économie. On parle beaucoup de solutions hydrogène vert. Je rappelle que l'hydrogène vert n'est pas compétitif à l'heure actuelle. Voilà. Donc c'est bien d'en parler, c'est bien de créer les infras. Il faut mettre de l'argent public. Mais il faut aussi répondre ici et maintenant aux envies d'agir, aux capacités de faire. C'est ce que fait la métropole de Lyon avec toute une batterie d'éco-incitations et la création demain d'un accélérateur d'industrie circulaire. Parce que je pense qu'on doit dire aux entrepreneurs ici et maintenant, oui, vous donnez de la visibilité, allez-y sur ce sujet matière-matériaux. Parce que aussi, bon, Bruno Bonnell l'a dit, on est sur un territoire où on a beaucoup de sous-traitants de rang 1, 2, 3 qui sont en capacité de faire ces pivots-là sur la remanufacture. Pour être très clair, on parle de remanufacture. Voilà. Je tiens à souligner qu'il y a un opérateur national qui travaille avec l'Institut national de l'économie circulaire, qui est un opérateur privé, qui s'appelle OPO, mais il y en a d'autres, qui nous a aidés à travailler avec la ruche industrielle, qui est un consortium d'acteurs locaux et qui a réussi à faire pivoter des entreprises qui seraient sans doute allées dans la Convention des entreprises pour le climat, mais c'est juste dire, voilà, quand il y a une volonté politique de travailler ces questions de circularité, on trouve des envies d'agir et une maturité à accélérer. On est dans un sujet d'accélération, on n'est pas uniquement dans un sujet de sensibilisation et d'émergence. Et deuxième chose importante, je voulais rebondir sur ce qui a été dit, sur le territoire, on a un territoire qui est très lourd en gaz à effet de serre, qui est la vallée de la chimie. Voilà. Alors là, pour le coup, la vallée de la chimie, on est sur un sujet énergie décarbo. On répond à cet appel à projet national zone industrielle bas carbone en espérant bien être pris.
Et je voudrais insister sur une chose. L'hydrogène vert, c'est une solution, c'est évident. La base de la base des solutions, c'est quand même aussi de mutualiser du process productif, la récupération de la chaleur fatale, s'accorder ensemble. Et c'est pas facile. Je suis peut-être aussi la personne qui, enfin, vous auriez pu le dire aussi, la précédente intervenante, mais c'est pas facile pour un grand compte qui est dans la vallée de la chimie, le directeur, la directrice de site, forcément qui va pousser au maximum avec l'incitation du territoire de la métropole de Lyon, tous ces curseurs au vert. Et effectivement, quand on est un grand compte international, avec des sujets de compétitivité, avec le charbon chinois, avec le surinvestissement américain vers les boîtes, c'est pas évident de piloter comme ça. Donc moi, j'ai envie de dire à ces hommes et ces femmes qui gèrent des sites productifs sur notre territoire, allez au maximum de la mutualisation, allez au maximum aussi de la transparence de vos données, on en a besoin, parce que ça permet d'aller chercher des financeurs, ça permet d'aller chercher des assureurs, ça permet aussi d'adapter notre appareil de formation. On est sur un territoire, c'est le cas partout en France, où il y a 80 000 emplois industriels sur ce territoire. Il y a une croissance de l'emploi industriel. Et ces industriels-là, que ce soit des TPE, PME, PMI, ETI, grands comptes, ils ne trouvent pas de techniciens de maintenance industrielle. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas su anticiper. Donc je suis là aussi pour dire, voilà, adaptons l'appareil de formation. Vous savez très bien faire dans vos organisations. Travaillons ce sujet des migrants, travaillons ce sujet de l'inclusion pour renvoyer du positif. Vous disiez, il y a un sujet de changement de comportement. Le changement de comportement, il se fera si chacun, chacune, y trouve du positif. Si mon cousin, ma cousine, mes enfants s'épanouissent dans leur travail, ils trouvent du sens, une utilité, l'utilité sociale et environnementale. Donc moi, je suis là pour dire, bah voilà, tout est à peu près aligné. En tout cas, il y a vraiment des territoires où toutes les politiques publiques s'alignent pour accompagner ce que vous, entrepreneurs, vous devez faire, c'est-à-dire passer ce cap du mur d'investissement pour aller d'abord dans la circularité tout de suite, parce que vous pouvez le faire tout de suite. Demain, parce qu'il y a des sujets d'infra et l'ADEME va vous aider sur l'énergie. Et en même temps, je suis désolée, ça c'est dur en même temps, le sujet de la formation, de l'accompagnement formatif et de l'inclusion sociale. N'oublions jamais que nous faisons tout ça pour répondre aux besoins du quotidien des habitantes et des habitants. On ne le fait pas pour des indicateurs de rentabilité. On le fait pour répondre aux besoins en santé, aux besoins en mobilité, aux besoins en alimentation, aux besoins en sécurité, etc., etc. Alors, il y a beaucoup de choses, évidemment, qui ont été soulevées. Ce que je vais proposer, c'est un nouveau tour de table, on va dire, synthétique, si possible, pour pouvoir aussi passer la parole au public. C'est compliqué, en 45 minutes, de résumer un tel sujet, hein, je dois le dire. Sylvie Padilla, peut-être, alors si vous souhaitez rebondir sur ce qui a été dit, puis vous avez aussi, parce qu'on parle aussi de levier, quelques exemples aussi à nous donner sur la façon aussi dont on peut agir sur ces leviers technologiques de décarbonation. Oui, mais ça va me permettre de rebondir sur ce qui a été dit. Ce qui est intéressant, je pense, dans l'approche décarbo-technologique, c'est qu'on retrouve les éléments de circularité. C'est-à-dire qu'on a des projets où, oui, il y a du recyclage d'acier, il y a des fours électriques qui utilisent la ferraille. Donc, tout ça, ce qui est intéressant dans cette vision de la décarbonation, c'est qu'elle sort de... C'est pas l'énergie d'un côté, l'économie circulaire de l'autre. On a vraiment tout ça. Par contre, ça pose aussi des questions de ressources, des questions de sobriété, qui est quand même le premier levier. Et ça rejoint aussi la question de la compétitivité, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, dans un monde qui se décarbone, est-ce qu'on a besoin d'autant de matériaux ? Et ça, c'est la question aussi qu'il faut arriver à poser, qui n'est pas évidente de poser à l'échelle d'un site industriel, mais qu'on arrive plus facilement à poser à l'échelle d'une filière ou d'un secteur, parce que c'est aussi le sujet. Est-ce que si on dit qu'on arrête de faire des constructions neuves, est-ce qu'on a besoin d'autant de ciment ? Est-ce qu'il ne faut pas faire du ciment bas carbone et le faire payer plus cher parce qu'il y a plus de... Voilà. Donc, comment les valeurs ajoutées se déplacent ? Tout ça, ça fait partie, au-delà de ces leviers technologiques qui sont un peu... qui reviennent très souvent parce que c'est ça qu'on finance finalement. C'est toutes ces questions derrière qui se posent. Je voudrais aussi réagir sur les infrastructures. Quand j'ai marqué qu'il y avait besoin d'infrastructures, ma question n'est pas de dire qu'il faut faire des tuyaux partout. C'est au contraire, c'est comme il y a besoin d'infrastructures, il ne faut pas qu'on se rate. Quand on a des sites industriels où on ne sait pas finalement si la solution c'est plutôt de faire de l'hydrogène ou plutôt faire du CCS, ce n'est pas les mêmes types d'infrastructures. On ne va pas faire les deux. Parce qu'on sait bien que les infrastructures, on parlait de l'effet levier de l'argent public, là,
je pense qu'il ne sera pas aussi évident. Donc, c'est beaucoup d'argent, les infrastructures, et toutes les approches ZIBAC, c'est justement de se dire, à l'échelle d'une mutualisation, c'est quoi les bonnes infrastructures, et on ne va pas tout faire. Il faut faire des choix. Donc, on a aussi dans ces sujets de planification, vous avez sûrement vu passer les scénarios de l'ADEME où il y a 4 scénarios. Il y a aussi un sujet à un moment donné en prospective, c'est-à-dire on fait des scénarios, mais certains on enferme. Et donc tout l'enjeu des approches ZIBAC, c'est de dire voilà, il y a plusieurs trajectoires possibles sur une même zone industrielle qui tient compte de différents postulats de est-ce qu'on aura beaucoup d'électricité, ou on aura beaucoup de biomasse, ou on aura de l'hydrogène. C'est quoi le plus probable? C'est quoi l'analyse de risque? Et je pense qu'en termes de risque, il y a vraiment cette vision de c'est quoi qui nous paraît le plus évident à faire, le moins risqué, alors qu'il y a encore plein d'incertitudes. Donc je pense que c'est important de voir que finalement, sous l'angle des leviers technologiques, on peut adresser tout un tas d'autres difficultés, complexités, et c'est ça qu'on essaye de faire au-delà des appels à projets. Est-ce que alors, juste pour répondre sur... sur la question de la formation, juste mettre en évidence un programme, alors qui n'est pas France 2030, mais voilà, on fait aussi des choses dans le cadre des certificats d'économie d'énergie, en partenariat avec la T2E. On a monté un mécanisme, un programme d'accompagnement, alors qui touche plus facilement le diffus, justement, puisque là, il s'agit de former les sites industriels, donc les référents énergie, les dirigeants, les acteurs, les DAF, pour finalement comprendre ce que c'est la décarbonation de l'industrie. Donc, soit du point de vue technologique, soit d'un point de vue des enjeux, soit d'un point de vue économique. Donc ça, c'est toute la partie formation que vous voyez en transversale entre ces aspects management de l'énergie, stratégie et financement. Et derrière, on a également des accompagnements au sens plus de soutien à des études qui sont soit sous un angle très technologique, par exemple les études d'opportunité mix énergétique ou l'ISO 50001, soit sous des approches stratégiques. Et là, on rejoint la question des trajectoires et comment, à l'échelle d'un groupe industriel, on réconcilie les grandes annonces qui peuvent être faites au niveau corporate et les difficultés que peuvent avoir les sites à avoir des lignes de financement. Donc ça, c'est vraiment les trajectoires à l'échelle des groupes. Ça, j'insiste beaucoup parce que c'est aussi, vous parliez de transparence, et déjà transparence dans ce même groupe, c'est déjà pas mal. On a des méthodes de trajectoire avec la méthode ACT, qu'aussi on met en évidence. Et pareil, sur le financement, à un moment donné, il faut que les industriels puissent dire comment j'arrive en interne à faire passer des projets qui coûtent plus cher, mais qui, sur la durée, sont plus intéressants. Donc voilà, donc là, il y aura une conférence qui dira plus de choses sur ça, mais c'est aussi important, alors pas sur la formation au sens large, comme vous pouviez l'exprimer, mais déjà sur ces aspects industriels, là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, parce que c'est avec ce type d'initiative qu'on va lever les projets qui, derrière, feront la vraie décarbonation. Merci Sylvie pour cet éclairage. Alors Mathieu Chabanel, vous pouvez peut-être commenter, et puis ce qui ressort aussi des échanges, si on voulait résumer, c'est des gros enjeux quand même en termes d'emploi, parce que c'est vrai, quand on parle de réindustrialisation, il faut aussi de l'emploi, créer de l'emploi, il faut trouver aussi ceux qui peuvent aussi participer finalement à toute cette activité, et ça fait partie aussi de vos axes. Et puis beaucoup, alors le scope 3 aussi, parce que en fait l'entreprise en elle-même, elle y arrive, on peut dire plus ou moins facilement, mais c'est tous ceux qui entourent, il faut vraiment créer une chaîne de valeur, et ça, je crois que c'est un des défis qui seront relevés, c'est ça? Oui, effectivement. Enfin, nous, si on ne travaille pas sur le scope 3, on n'aura pas d'impact. Donc, il faut absolument qu'on travaille sur ce scope. J'en ai donné un exemple, mais je voudrais revenir sur 3 points très rapidement. Le premier, c'est que, c'est le maître mot, ça a été dit, la sobriété. Ça doit vraiment être notre réflexe de base. On présente une autre illustration sur le stand, c'est ce qu'on fait en matière de ballast. Le ballast, c'est les cailloux qui tiennent les rails. Il faut qu'ils soient anguleux pour que ça tienne, et puis quand ils sont usés, ils deviennent tout ronds et ça glisse, et il faut le changer. Historiquement, on arrive, on enlève tous les cailloux et on met que des cailloux neufs. Aujourd'hui, grâce à nos méthodes nouvelles, on trie et on réussit à remettre 25% de ce qu'on aurait enlevé et jeté, on réussit à le remettre. Et donc, on diminue notre besoin de matériaux. Avec des méthodes qui sont assez innovantes et qu'on a mis en place avec des PME et des entreprises qui nous aident, mais qui ne sont pas non plus inaccessibles. On a pu le faire assez vite, en 2-3 ans. Voilà. Et donc, tous ces sujets de sobriété, c'est des sujets de maintenant sur lesquels on peut aller assez vite. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est que je pense qu'on ne peut pas penser
décarbonation indépendamment des autres problématiques de la transition écologique. On ne peut pas penser décarbonation et pas penser en même temps biodiversité, pas penser en même temps économie circulaire, etc. etc. On doit avoir une approche globale et on doit industrialiser cette approche globale. Ça ne peut pas être juste des suppléments d'âme, ça doit vraiment rentrer dans la stratégie industrielle de l'entreprise. Nous, on en a fait un de nos axes majeurs de notre projet industriel. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on aborde les choses. Puis la troisième chose, c'est que SNCF Réseau, on recrute cette année 2900 personnes. Donc s'il y a des gens dans la salle qui ont envie de participer à une aventure dans une entreprise qui mêle décarbonation et réindustrialisation, on les accueillera très volontiers. On a un centre de formation tout neuf à côté d'ici à Saint-Priest. Et ce sont vraiment des métiers et une aventure fantastique avec laquelle je vous invite à nous rejoindre. Merci à vous. Alors, Émilie Alberola, peut-être un commentaire. On en a parlé aussi, il y a quid aussi de la demande des produits industriels. Il y a une vraie chaîne de valeur aussi à créer dans cette problématique. Exactement. Ça a été dit, mais c'est vrai que la décarbonation sera collaborative ou pas, en fait. Et donc, chaque entreprise doit aussi reconstituer son écosystème, travailler avec ses fournisseurs, réviser ses demandes, en fait, vis-à-vis de ses fournisseurs. Donc, on a parlé de l'offre industrielle, de cette grande industrie lourde qui doit se décarboner. Mais cette demande, elle évolue aussi du fait que alors on travaille essentiellement côté Ecoact avec des grands comptes, mais ces grands comptes font aussi évoluer leurs demandes. Vous en donniez un bel exemple. Et donc, en tant que grand donneur d'ordre aussi, vis-à-vis de leur chaîne d'approvisionnement et de valeur, elles sont aussi une source de motivation pour que tout l'écosystème économique autour des grandes entreprises, PME, PMI, puisse aussi innover et fournir des services et des produits bas carbone qui répondent à cette nouvelle exigence de décarbonation. Donc ça, c'est assez important. Nous, ce qu'on observe aussi en écho à ce qu'on vient de discuter aussi, toutes les grandes entreprises qu'on accompagne dans cet effort de décarbonation engagent toute leur chaîne de valeur, c'est leur scope 3. Et donc, d'une part, dans un exercice vraiment de mesure d'empreinte, on parle en premier du carbone, du climat, mais il y a évidemment toutes les autres limites planétaires qu'on considère de plus en plus, la question de la biodiversité, la question de l'accès à l'eau. Donc, on a de plus en plus cette vision intégrée de la décarbonation. Les entreprises se doivent d'opérer dans ces limites planétaires en termes de ressources. Ça, c'est une évidence. Je vous interromps, c'est peut-être plus facile aussi d'agir si on a des fournisseurs plus proches de soi qu'à l'autre bout du monde. Exactement. Aussi, et donc, exactement. Mais j'en venais à ce point-là. Et donc, j'ai lu dans vos pensées. Dans cette mesure d'impact, les entreprises, embarquent aussi leurs fournisseurs. Alors aujourd'hui, toute la partie digitale aussi de notre économie facilite aussi cette collecte d'informations dans des chaînes de valeur assez longues et mondialisées. Donc les fournisseurs se doivent aussi de remplir via des plateformes maintenant de collecte d'infos sur leur empreinte carbone. Et puis la deuxième exercice aussi qui est important dans cet exercice d'enjeux climatiques, de décarbonation, au-delà de l'impact de l'entreprise sur le climat, c'est aussi s'engager dans l'exercice de la mesure de l'impact du climat sur l'entreprise et sur sa chaîne de valeur. Aujourd'hui, les grands comptes évaluent aussi l'impact des risques climatiques physiques, donc tous les événements extrêmes malheureusement qu'on observe de plus en plus, l'impact que ça a aussi sur leur chaîne de valeur, pour aussi accompagner leur chaîne de valeur, leurs fournisseurs, à modifier aussi leur comportement, leurs habitudes aussi, pour pouvoir être plus résilient, parce qu'une entreprise qui se décarbone, qui fait que réduire son empreinte carbone, ne sera pas durable. Et la question de la résilience, j'imagine qu'il y a 50 tables rondes sur le sujet, mais c'est un sujet important. Donc travailler en collaboratif avec son écosystème est majeur pour réussir vraiment cette décarbo. Et Meline Beaune, vous avez un commentaire à ajouter avant? Si vous avez des questions après à poser, on pourra vous passer un micro à vous dans le public. Allez-y. Non, c'était juste une illustration. Je vous rejoins complètement. Les équipes de la métropole de Lyon ont proposé un stress test à certaines entreprises du territoire, effectivement pour éprouver leur actuel modèle économique face aux intensités de variabilité qu'ils pourraient vivre, avec des sujets eau, énergie, mais aussi des sujets ressources autres, matières, matériaux, etc. Et je crois que ça a été très instructif, et c'est une des façons qu'on a à la métropole de Lyon d'accompagner la transformation des entreprises, c'est de leur faire vivre ce stress test.
Très bien. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants? Il suffit de lever la main. Les jeunes femmes sont là-bas, elles doivent avoir un micro. Donc vous avez un micro, super. Ah, vous avez tous été très clairs, je vois pas de questions. Ah si, voilà, ça y est, allez-y monsieur. Il y a toujours... Ah oui, là-bas, voilà, ici, puis après il y aura monsieur au premier rang. Allez-y madame, je vous en prie. Bonjour, Éléonore Blondeau du collectif Startup Industrielle France. Je voulais une question à la SNCF. Je sais que vous travaillez avec beaucoup de startups, notamment historiquement peut-être plus dans le numérique et le service. Pour accompagner cette transformation écologique, on a forcément besoin de startups industrielles également, donc des innovations qui reposent sur des produits matériels ou des procédés industriels duplicables à grande échelle. Quels sont les moyens de collaboration que vous avez développés au sein de la SNCF pour travailler avec ces startups spécifiquement, que ce soit en termes contractuels, mais aussi peut-être en termes de financement en fonds propres, puisqu'on sait que les startups industrielles en phase de pré-industrialisation ont besoin de capitaux longs sur des tickets de 800 000 à 8 millions d'euros. Donc voilà. Merci. Oui, alors sur ces sujets-là, on a exploré différentes pistes. Sachant qu'en tant qu'entreprise publique, on a le Code des marchés publics qui est à la fois une obligation souhaitable, mais qui aussi peut poser un certain nombre de, pas forcément de difficultés, mais de contraintes dans la manière de collaborer. Je vais prendre un exemple de quelque chose qu'on a monté sous l'égide de la filière des industries ferroviaires, qu'on a appelé le Rail Open Lab. On a donné le moyen à des startups de tester leurs innovations directement en conditions réelles pour aller chercher des cas d'usage. C'est-à-dire au lieu de faire des tests en laboratoire et puis ensuite de lancer un appel d'offres et puis ensuite d'acheter une première série, on a permis aux startups d'aller implanter leur innovation directement sur le réseau ferroviaire de manière à ce qu'on voit si ce cas d'usage avait du sens ou avait pas de sens. Et ça raccourcit leur time to market, excusez-moi de l'anglicisme, et ça raccourcit aussi le processus d'achat de notre côté derrière. Donc voilà, ça c'est des leviers qu'on a utilisés. Et puis après, sur d'autres projets, comme les projets, par exemple, des appels à projets France 2030, là, on n'a pas hésité à constituer des consortiums avec des grandes entreprises, mais aussi des PME ou des startups, et à aller chercher conjointement les crédits qui sont mis à disposition par France 2030. Voilà deux types d'actions qu'on a conduits pour accompagner des entreprises qui ont envie d'innover avec nous. Merci à vous. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour. Jean Gravelier, Pôle Énergie à Dunkerque. Ma question porte sur les business models de la décarbonation, au sens où, comme vous l'avez dit, les investissements vont être colossaux. Donc, il y a un surcoût à incrémenter sur le prix des produits et qui peut ne pas forcément toujours trouver son marché. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un moment où la boucle ne va plus se boucler, justement? Alors, je laisse l'aspect politique de cette question, mais simplement sur la question marché. Allez-y, je pense que c'est pour Sylvie Badia. Oui, merci. Je pense qu'il y a, le fait d'avoir de l'argent public qui finance des installations industrielles qui vont produire des produits plus chers, puisque c'est ça la question, c'est déjà un premier élément de réponse. C'est-à-dire, quelque part, le prix du produit sortant tient compte de ces aides financières. Donc, c'est déjà une première réponse de la puissance publique. Après, je pense qu'il y a aussi d'autres démarches qui peuvent être faites plutôt au sein, par exemple, des marchés publics, d'exigences des marchés publics. Ça peut être aussi en termes de normalisation, parce qu'on sait aussi qu'il y a certains nouveaux produits bas carbone, mais pour tout un tas de marchés, notamment la construction, tout ça, il faut que ce soit normalisé. Donc, il y a aussi cette reconnaissance-là qui fait qu'à un moment donné, ça permet aussi d'ouvrir des marchés, de les rendre plus tangibles. Donc, en fait, je pense que ça se rajoute aussi la question ça va être aussi la question des volumes. C'est-à-dire que aussi, si le marché a moins besoin de volume, parce que voilà, on est dans un monde qui doit faire aussi globalement sa transition énergétique, je pense que les éléments de marché vont aussi se restabiliser par rapport à ça. Donc, par certains moments, il y aura peut-être des moments, des déficits d'accompagnement, ça c'est possible, parce qu'on ne peut pas tout prévoir, mais en fait, j'ai l'impression quand même que là, il y a déjà une belle réponse, déjà en aidant les sites industriels à mettre des outils industriels qui vont leur permettre de fabriquer ces produits bas carbone.
normalement, il n'y aurait pas de raison que la puissance publique finance de l'outil industriel. Donc, je pense que c'est déjà un premier niveau de réponse qui n'est pas négligeable, me semble-t-il, vu les milliards qui sont annoncés. Merci à vous. Oui, il y a deux mains levées. Allez-y, vous pouvez prendre ce micro, puis derrière, allez-y. Oui, bonjour, Blandine Chazelle, SNCF Réseau. J'ai une question à Madame Alberola, où vous avez dit que vous étiez beaucoup en lien avec des grands comptes et où vous dites qu'il y a la dimension de l'innovation technologique, mais il y a aussi une dimension d'innovation sociale. Là, on entend beaucoup la dimension de l'innovation technologique et du coup, je suis curieuse d'entendre de ce que vous vivez avec les grands comptes, comment ils abordent la dimension de l'innovation sociale. Merci pour cette question qui est importante et vous pourrez donner le micro à la personne qui est derrière vous qui pourra poser une question. Allez-y pour votre réponse, Emilia Berroy. Alors, lorsqu'on s'engage sur le sujet de la décarbonation, à structurer une stratégie et puis ensuite une feuille de route avec des entreprises, on examine tous les leviers de la décarbonation que vous nous avez présentés. Donc, il y a toute cette partie vraiment énergétique, technologique. Et dès lors qu'on aborde le sujet de la sobriété, qui derrière recouvre en fait la question des usages, de la demande, on se lance dans un exercice de scénarisation de l'évolution des consommateurs de l'entreprise. Comment une entreprise industrielle, de transport, de construction d'habitat se projette à l'échéance 2030, 2040, 2050. Et c'est un exercice de prospectivisme. Et donc là, on mobilise des méthodologies moins quantitatives, mais plus sociales, sociologiques, pour voir comment demain la ville va s'organiser, comment nos modes de vie vont être modifiés, de consommation. Et dans ce cadre-là, l'entreprise peut se projeter sur comment elle va qualifier et ensuite tenter de quantifier l'évolution de sa demande et comment ses produits actuels s'inscrivent dans ces différents scénarios et comment elle peut innover, quelles sont les opportunités aussi pour faire évoluer aujourd'hui son offre et imaginer sa demande. Voilà. Mais en tout cas, c'est des exercices très stimulants qui mobilisent beaucoup en interne des entreprises et qui permettent de donner vraiment une dimension positive aussi à cette transition parce que il y a beaucoup de messages négatifs. Ça fait peur aussi. Voilà, là, on est plutôt sur la reconstruction, identifier les solutions. Et c'est très mobilisateur aussi pour une entreprise à travers ses employés, ses salariés, pour engager des nouveaux chantiers. Merci à vous. Alors, on va prendre une dernière question, puis après, je vous ferai conclure, parce qu'on est déjà en train de déborder du temps, mais c'est ce que je disais, c'est pas simple, 45 minutes pour un tel sujet. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, c'est donc pour la même intervenante. Donc Delphine Extra, moi, ma question portait plus sur vous accompagnez des grands comptes et vous n'accompagnez pas forcément la chaîne de valeur, ou alors comment vous faites pour que les grands comptes accompagnent cette chaîne de valeur. J'ai des exemples avec Bouygues Immobilier qui mobilise les PME industrielles qui travaillent pour lui. Et comment vous positionnez sur ces questions? Oui. Merci. Merci à vous. Ouais. Alors, EcoAct est un cabinet de conseil qui a été lancé en 2005, donc on fait partie des premiers sur le sujet. Néanmoins, on reste à une taille limitée et donc c'est vrai qu'on a fait le choix de répondre à une demande qui ne cesse d'arriver, de répondre à des grands comptes pour avoir le maximum d'impact. Nous, ce qui nous motive, c'est vraiment cet impact-là. Alors, c'est pas qu'on s'intéresse pas aux PME, aux PMI, et je souhaite vivement que dans la prochaine décennie, on puisse travailler davantage avec ce type d'entreprise. Mais aujourd'hui, notre porte d'entrée, ça reste vraiment les grandes entreprises qui, elles, ensuite travaillent avec des chaînes de valeur constituées de PME, PMI. Et dans l'exercice de nos interventions, on travaille ensuite avec leurs clients et on travaille avec leurs fournisseurs selon où ils se situent sur la chaîne d'approvisionnement, en amont, en aval, en B2B, en B2C. Voilà. Une manière aujourd'hui d'embarquer ces PME, ces PMI, c'est dans cet exercice de calcul d'empreinte carbone, c'est justement que les entreprises grands comptes doivent aussi comptabiliser leur scope 3. Et donc, elles appliquent la même exigence qu'elles se sont appliquées dans cet exercice de bilan carbone à leurs fournisseurs, à leur écosystème de PME, PMI. Et une des manières de les embarquer à l'heure actuelle, c'est aussi, grâce à ces outils digitalisés, de pouvoir les inclure aussi dans ces mêmes systèmes d'information et de pouvoir collecter aussi des informations. Souvent, les PME n'ont pas les moyens, enfin c'est un coût important de s'engager dans un bilan carbone. Et donc, in fine, les grands comptes, les grandes entreprises prennent en charge aussi cet exercice de manière budgétaire. Et donc, les PME peuvent aussi bénéficier finalement de la mesure de cette empreinte carbone sans avoir aussi à porter leur coût. Donc, tout le monde est gagnant dans l'exercice.
Et puis les grands comptes se doivent aussi aujourd'hui ils sont engagés dans des exercices de reporting avec la CSRD qui arrive, mais aussi de manière plus volontaire ce qu'on a appelé le CDP. Enfin voilà, elles remplissent un certain nombre de questionnaires, elles ont un certain nombre d'informations à donner à leurs investisseurs notamment, qui doivent inclure tout leur scope 3. Donc voilà, c'est à travers cet exercice-là qu'on dialogue avec les PME. Mais ce n'est que le début parce qu'il y a tous les autres sujets à traiter après le carbone. Et puis la dynamique est pour plusieurs décennies, donc on avance. Exactement. Alors, est-ce que vous voulez tout de suite conclure ou je passe la parole et le temps que vous repreniez vos idées, quelques mots pour conclure cette table ronde, Sylvie Padilla? Écoutez, non, je pense que c'est important de voir qu'il y a un mouvement de fond qui est accompagné par les pouvoirs publics, mais qui est quand même à la main des industriels. Donc il faut qu'eux se saisissent aussi de cette initiative. Les premiers seront toujours les plus grands gagnants. Hein. Donc il y a un côté anticipation, et ça, je veux dire, c'est pas le sujet de la décarbo, hein, c'est le sujet de l'activité économique. Donc voilà, donc je pense qu'il y a de belles choses à faire. Il faut, même si c'est une petite un petit retour sur le côté urgent ou pas, je pense qu'il y a quand même un petit peu urgence. Donc il ne faut pas trop traîner non plus. Voilà. C'est une belle conclusion, si je puis dire. Emeline Baume. Allez, pour compléter, puisqu'il y a de la maturité, de l'attente de certains clients ou de certains collaborateurs salariés, une vraie vision de certains dirigeants, certaines dirigeantes, mettons au bon endroit en fait l'innovation pour répondre en fait aux défis auxquels on doit tous faire face. Je rappelle que le sujet, c'est quand même de répondre à nos besoins du quotidien. Et donc, toutes les formes d'innovation, c'est-à-dire la tech, le social et le coopératif. Et commençons par ça, parce que ce sont ces pas-là que vos organisations peuvent faire maintenant. Voilà. Mathieu Chabanel. Oui, je pense que la table ronde a bien illustré que c'est avec le soutien des pouvoirs publics, mais c'est dans les territoires que se jouera cette transition. C'est pas toujours facile pour un chef d'entreprise de concilier le résultat sur le compte de résultat et l'aspiration globale à faire plus, à faire mieux, à faire plus vite. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui un réseau de soutien entre les soutiens nationaux, les soutiens territoriaux qui peuvent permettre de construire ce chemin. Merci. Allez-y, Emilie Leroy. Ouais, je crois que l'agenda, il est complexe. Enfin, on a bien vu, décarbo et réindustrialisation, c'est un défi très, très complexe. En conclusion, moi, j'aurais envie de dire que c'est une opportunité pour refaire les choses en bonne intelligence. Évidemment, on a parlé de technologie, d'énergie, mais voilà, il y a un sens de la simplicité, de la bonne intelligence des choses, repenser nos manières de produire qui vont évidemment nous permettre de construire dans les prochaines décennies une économie, une société qui soit plus durable et plus vivable, au bénéfice et avec de multiples co-bénéfices au bénéfice des citoyens que nous sommes. Merci beaucoup à tous les quatre. Je disais la difficulté de résumer cet exercice, mais vous avez aussi donné des exemples concrets et on voit l'engagement des entreprises sur ces sujets de décarbonation et réindustrialisation. On peut vous applaudir tous les quatre pour votre intervention. Merci beaucoup. Donc on va vous proposer maintenant une pause, un déjeuner. À la tribune, j'aurai le grand plaisir d'accueillir ici à 14h15 Éric Orsena, écrivain, académicien, qui va nous parler des ressources, la ressource, un bien commun, notamment l'eau, un sujet qui lui tient à cœur. Donc je vous invite à nous retrouver ici tout à l'heure avec Éric Orsena. Bon déjeuner, bonne journée aussi sur ce salon Polytech. Merci.